Vous Et êtes en alors? direct. Je suis en direct. D'accord? Oui. Je vais raccrocher. Je vais faire raccrocher. Mais donc là, je me parle tout seul, quoi. C'est ça? Bon, alors donc en fait, bonjour tout le monde. C'est un peu curieux. C'est une première expérience, donc je vous cache pas que ça me surprend un peu. Je suis assez surpris parce qu'en fait, je me parle à moi-même devant un écran. Alors apparemment, peut-être que vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Et donc, je vais répondre à des questions que vous allez me poser par écrit. Donc, bienvenue à tous. Et donc, vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions auxquelles je serai évidemment ravi de répondre. Donc, pour le moment, pas de questions. Euh, et pour le moment, donc, en fait, je me parle à moi. Voilà. Donc, Dominique me confirme que on me voit. Merci. Ça me rassure. Ça me rassure parce que j'avais l'impression de parler dans le vide. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez, en fait, on va remplacer le chat habituel, en tout cas au moins pour aujourd'hui. On verra pour la suite. On va le remplacer par cette formule nouvelle et inédite. Et puis, on va voir ce que ça donne, si c'est une formule plus intéressante ou soit qui peut remplacer, soit qui peut venir s'ajouter. Donc, Micheline, bonjour, Evelyne, Catherine. Alors surtout, voilà, bon, n'hésitez pas évidemment à me poser des questions. C'est un peu frustrant parce que vous posez des questions écrites. Bonjour, bonjour Gérard, oui, oui. Alors, mon premier rendez-vous du déconfinement à l'extérieur, ce sera chez le coiffeur. En effet. Alors, Philippe qui pose une question sur la fin, en fait, qui n'arrive pas aux horaires habituels. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand la faim, j'imagine, hein, qu'est-ce qu'on fait quand la faim se fait sentir et que ce n'est pas à l'heure d'un repas? Donc, ok, pour se décaler, mais comment faire quand on travaille? Bon, alors, en fait, ça c'est la question des appétits prévisionnels. Normalement, euh, on est fabriqué pour faire venir la faim quand ça nous arrange. C'est nous qui décidons à quelle heure on veut avoir faim. En gros, on va manger à un repas la quantité de nourriture dont on sait qu'elle sera suffisante pour maintenir un état de satiété, de non-faim, jusqu'au repas suivant. Alors, je vous rassure, ça se fait pas avec une machine à calculer, on n'a pas besoin de compter les calories et les heures, ça se fait par un apprentissage inconscient. Notre cerveau sait faire ce calcul et il sait quelle quantité de nourriture nous devons manger pour tenir jusqu'au repas suivant, parce que en fait, le cerveau est capable de calculer la quantité de calories que nous absorbons. Il sait qu'un aliment qui a tel goût contient telle quantité de calories et quelle quantité il faut consommer pour pouvoir tenir jusqu'au repas suivant. Alors, évidemment, il faut avoir une idée de l'horaire du repas suivant. Mais en tout cas, pour ce qui est de la France, c'est assez simple parce que ces horaires sont très normés entre 7 et 9 heures, 12 et 14 heures, 19 heures, 21 heures. On a fait manger 90% des gens. Donc on sait tous à peu près à quelle heure va se dérouler un repas. Bon, donc si on a faim un petit peu avant l'heure du repas, on n'a pas assez mangé, bah tout simplement rien n'empêche de faire un encas relativement léger pour avoir faim, pour permettre d'avoir faim au repas qui suit. Voilà. Voilà. Alors, oui, je vais très bien. Moi, je vais très bien. Pour moi, dans mon cas, le déconfinement s'est bien passé. J'espère que de votre côté, tout s'est bien passé aussi, qu'il n'y a pas eu de situation grave, dramatique, de gens gravement malades autour de vous.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ressent quasi en permanence l'envie de manger? Bon, donc en principe, normalement, on n'est pas censé avoir en permanence envie de manger. Donc quelqu'un qui aurait toujours envie de manger, c'est quelqu'un qui aurait un dérèglement important du comportement alimentaire. En principe, ce qu'il faut comprendre en fait du comportement alimentaire, c'est qu'il est contrôlé par deux systèmes importants, par plusieurs systèmes, mais là je vais vous parler de ces deux-là. Un système qui va exprimer des besoins, essentiellement des besoins énergétiques par la faim et la satiété, et un autre système des envies de manger. Et en principe, quand tout fonctionne, les envies sont censées être une expression des besoins. Donc le système des envies est globalement aligné sur le système des besoins. Et donc quelqu'un qui va maintenir un poids stable, c'est quelqu'un qui aura finalement des envies à la hauteur de ses besoins, de sa faim et de sa satiété. Bon. Donc quelqu'un qui prend du poids, bah, finalement c'est quelqu'un qui aura à un moment plus d'envie que de besoin, pour des raisons très nombreuses et diverses. Ça va se décaler. Il aura plus d'envie que de besoin. Et finalement, ce qu'on a découvert, c'est que plutôt que de se bagarrer avec ses envies, c'est-à-dire de lutter contre les envies pour essayer de les ramener au même niveau que les besoins, on pouvait travailler sur ce système des envies pour diminuer les envies et les réaligner sur les besoins. C'est-à-dire faire en sorte que de nouveau, les envies redeviennent l'expression des besoins. Voilà. Et en fait, la meilleure manière de faire diminuer une envie, c'est pas de lutter contre cette envie, mais c'est de répondre de manière correcte à cette envie. C'est-à-dire faire en sorte que la réponse permette une vraie diminution de cette envie de manger. Ça, c'était une réponse pour Alain, pardon. Alors, Micheline qui nous dit que pour perdre du poids, ce serait mieux de manger des crudités, des légumes et des glucides et des protéines, de la viande, quoi. Bon, alors, oui, on peut maigrir en mangeant tout ce qu'on veut. Et on peut grossir en mangeant ce qu'on veut aussi. Il faut comprendre que tous les aliments font grossir. Un aliment qui ne fait pas grossir, ça n'existe pas. Tous les aliments apportent des calories, toutes les calories font grossir. Voilà comment ça se passe. On a fait quantité d'expériences pour comparer des régimes qui apporteraient plutôt tel groupe d'aliments ou tel autre groupe d'aliments. On a fait les quantités de comparaison. Par exemple, on a comparé des régimes pauvres en gras avec des régimes pauvres en sucre. On a comparé des régimes équilibrés avec des régimes déséquilibrés. On a comparé des régimes avec que des protéines, avec des régimes avec que des glucides. Enfin, toutes sortes de régimes existent. Et en fait, la perte de poids ne dépend que de la réduction calorique. Voilà. Donc, si vous enlevez des calories, que vous enleviez des calories de légumes ou des calories de fromage, le résultat est exactement le même. Si vous enlevez 200 calories de fromage ou 200 calories de brocoli, il se passe exactement la même chose. Et si vous les ajoutez, il se passe également la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez 200 calories de brocoli en plus, vous grossissez tout autant que si vous mangez 200 calories de fromage en plus. Voilà. Donc finalement, la question de que doit-on manger n'est pas la bonne question, tout simplement. On mange ce qu'on a envie de manger et on laisse le cerveau faire ses calculs. Le cerveau, en fait, va calculer combien de calories nous avons dépensé. Il peut le calculer à tous les instants, c'est-à-dire que vous pouvez pas le faire. Si je vous demande combien de calories vous avez dépensé depuis ce matin, vous pouvez pas me répondre. Et si vous pouvez pas répondre, vous pouvez pas me dire non plus combien de calories il va falloir manger. Et le cerveau, lui, il le sait. Il fait ce calcul
en permanence. Il sait combien j'ai dépensé de calories, donc il sait combien je dois manger pour remplacer toutes les calories que j'ai perdues. Voilà. Et il me transmet tout ça par des informations qui sont les sensations alimentaires de faim, satiété, rassasiement. Alors, Evelyne qui dit: je suis à l'étape de l'expérimentation de la faim, et il semble que j'ai peur d'avoir faim, ce qui paraît juste, ce qui lui semble juste. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir souffert de la faim, en gros. Alors, bah non, et même très probablement, la plupart des gens aujourd'hui qui ont peur d'avoir faim ne sont pas des personnes qui ont souffert de famine. De même que quand il y a des troubles alimentaires, on retrouve très souvent, presque toujours, la peur de manquer. Et évidemment, dans les faits, ce ne sont pas là encore non plus des personnes qui ont été exposées à des famines. Mais en revanche, cette peur de la faim ou cette peur de manquer peut être très facilement réactivée par les comportements de restriction. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir fait plusieurs fois des régimes, parfois même une seule fois. Dans la peur de manquer, c'est tellement facile à réactiver que parfois une seule mauvaise expérience peut réactiver la peur du manque. Et c'est quelque chose qui va s'installer et qui va durablement se maintenir. Simplement du fait des comportements de restriction. Il faut comprendre, il faut savoir que la peur de manquer est une peur archaïque, quelque chose qui est un peu imprimé dans nos circuits, qui a été extrêmement importante tout au long de l'évolution, puisqu'elle nous maintient en vie, elle nous permet d'avoir des comportements prudents et d'anticiper. Cette peur, elle est normalement censée ne plus exister aujourd'hui parce que nous vivons dans des situations d'abondance alimentaire, mais c'est quelque chose qui est tapi en nous. Et il suffit de quelques expériences de privation pour réactiver ça de manière extrêmement violente et ensuite durable. On a qui fait qu'en fait on n'arrive plus à se rassasier. On mange. Où est-ce que je suis passé ? On mange sans pouvoir se rassasier parce qu'on a peur de manquer. Donc finalement on fait des stocks. Voilà. Alors on a fait des expériences par exemple sur les souris. On prive les souris de nourriture et puis et plus ou moins, de manière plus ou moins importante, jusqu'à obtenir des pertes de poids de 5%, 10%, 15%, 20% de leur poids. Et puis ensuite, on les laisse se réalimenter. Et on s'aperçoit que la première chose que font les souris, c'est pas de manger. Quand on va leur redonner le feu vert, la première chose qu'elles font, c'est pas de manger. La première chose, ça va être de faire des stocks. Et plus elles ont été dénutries et plus elles auront perdu de poids, et plus elles vont constituer des stocks importants. Et après, une fois que les stocks sont constitués, elles se nourriront. Voilà. Et nous, quand on a été privés, il nous arrive un peu la même chose. C'est pour ça que je disais dans un des livres que j'ai écrit qu'il fallait faire très attention à ne pas réveiller la souris qui est en nous. Alors, Micheline demande pourquoi cette appétence pour le sucre. Je suis addict au sucre. Bon, vous savez qu'il y a tout un débat sur le sucre. Le sucre serait une substance tout aussi addictive que l'héroïne ou que d'autres drogues dures. Il y a des gens qui pensent que le sucre est une drogue dure et qu'il faudrait la supprimer complètement, la bannir, interdire à la vente, etc. Bon. Il se trouve que effectivement, on a énormément dans notre population de life coaching, dans nos membres de life coaching, de personnes qui ont une appétence irrépressible pour les produits sucrés. Et puis dans nos patientèles, tout autant. On a énormément de personnes qui ont ce qu'ils peuvent décrire comme des dépendances au sucre. Eh bien, ces personnes-là, nous, on ne les soigne pas comme on soigne les héroïnomanes.
Les oréinomanes, on leur enlève le sucre, on leur fait un sevrage. On leur fait un sevrage d'héroïne. C'est la seule solution. On leur dit pas, prenez un petit peu d'héroïne de temps en temps. Nous, on soigne les personnes qui ont des dépendances au sucre en leur apprenant à manger des produits sucrés. Alors, ça veut dire quoi? Apprendre à manger des produits sucrés. Ben, ça veut dire d'abord d'être capable de les manger au moment où ils en ont envie. C'est-à-dire que si au moment où vous avez envie de manger un produit sucré, par exemple du chocolat, parce que votre corps, votre cerveau vous réclame du chocolat, il a une sorte, à ce moment-là, de besoin, il le ressent comme ça. Vous ne pouvez pas calmer ce besoin en lui apportant des asperges. Donc il faut apporter du chocolat. Ce que la plupart des gens qui ont ces comportements de dépendance vont hésiter à faire. En général, ils essayent de ne plus acheter ce type de produit. Donc souvent, ils ne les ont pas sous la main. Bon, donc déjà, voilà, il faut s'autoriser à répondre avec le produit que l'envie réclame. Et ensuite, il faut que ces produits soient consommés avec beaucoup d'attention. Parce que le rassasiement dépend de l'attention sur les sensations alimentaires. Le rassasiement est directement proportionnel à l'attention que vous mettez sur vos sensations alimentaires. C'est pour ça qu'on insiste tout le temps et qu'on vous apprend même à placer l'attention sur les sensations alimentaires. Bon, et ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'il faut répondre à l'envie en lui apportant l'aliment qu'elle réclame. Il faut consommer l'aliment avec une attention. On s'aperçoit que c'est extrêmement difficile. C'est très dur à faire, en fait. Pour deux raisons. La première dont j'ai parlé, c'est-à-dire que au début, on va peut-être pas s'autoriser à manger ce type d'aliments. On se les interdit. Et puis parce que comme je le disais, qu'il fallait être attentif aux sensations alimentaires, les gens nous disent qu'ils sont attentifs, mais ils sont pas attentifs à leurs sensations alimentaires. Et puis d'ailleurs, ils sont pas toujours attentifs. Parfois, ils sont en train de regarder la télévision, ou parfois ils sont complètement pris dans des conversations. Et ça, c'est facile à repérer, une télévision, on peut retirer. Mais le distracteur le plus important, c'est pas la télévision. Le distracteur le plus fort, c'est quand l'attention est capturée en réalité par les efforts de contrôle. Tout le cinéma que les gens vont se faire quand ils vont manger les produits qu'ils s'interdisent de manger. Et c'est ça qui va capturer l'attention et qui va détourner l'attention des sensations alimentaires. Donc ils vont être attentifs à quelque chose, mais ils vont pas être attentifs à leurs sensations alimentaires. Ils vont être attentifs aux efforts de contrôle qui, eux, ne vont pas produire de rassasiement. Donc l'envie de manger ne va pas disparaître. Elle va se maintenir. Il suffira pas de 1 carré, ni de 2, ni de 3, ni de 4. Voilà. Alors Bonia demande, après 30 ans de régime, combien de temps faut-il pour se rééduquer et réapprendre à manger selon cette méthode-là? Bon, évidemment, on n'a pas une réponse toute prête pour dire c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 1 an. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la cause de ces désordres, des désordres alimentaires. Ça dépend si on est rentré dans les désordres par ce qu'on appelle de l'alimentation émotionnelle ou si on est rentré dans les désordres par les comportements de restriction. Et puis, si on rentre par la voie des émotions, ça dépend quelles sont les émotions et les événements de vie qui ont provoqué tout ça. Et puis, si on rentre par les comportements de restriction, ça va dépendre depuis combien de temps on est dans la restriction. C'est pas la même chose si on est dans la restriction depuis 2 ans ou si on est dans la restriction depuis 30 ans. Et puis, c'est pas non plus la même chose si on est dans une restriction légère ou si on est dans une restriction extrêmement sévère depuis des années. Et donc, plus ces facteurs sont mêlés entre eux, plus ils sont compliqués et plus c'est difficile et long d'en sortir. Voilà. Mais bon, je dirais qu'il n'y a aucune fatalité et aucune raison que tout ça se maintienne. Moi, je suis toujours très optimiste parce que la plupart des gens, je m'aperçois quand même qu'on peut leur apporter énormément et les guérir parfois totalement. Souvent, totalement.
Alors, je regarde les questions. Bon, que pensez, Cécile demande ce que je pense du pain réputé peu favorable à la perte de poids. J'ai répondu. Donc, toutes les questions de ce type-là. Que pensez-vous du pain? Que pensez-vous de la viande? Que pensez-vous des gâteaux? Que pensez-vous du fromage? Ma réponse sera systématiquement la même. Vous pouvez manger. Je vais vous raconter une histoire. Ça va peut-être vous, voilà, vous aider à mieux raisonner sur ce sujet-là. Une histoire très simple. Euh, Peut-être que vous vous rappelez de ce film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Super Size Me. C'est l'histoire d'un gars qui s'est nourri pendant un mois, matin, midi et soir, au McDo. Il mangeait que des McDo. Spurlock, il s'appelait. Morgan Spurlock. Voilà. Et au terme d'un mois, il a pris 11 kilos. Et il a complètement abîmé son foie, il a complètement dégradé ses paramètres glucidiques, cholestérol, enfin bon, il a fini dans une santé déplorable. Et quelques mois après, un autre personnage qui s'appelait Mark Aube, et qui lui était un professeur de nutrition, a fait une sorte d'expérience inverse, c'est-à-dire que, enfin, finalement, ça ressemblait beaucoup. Il a mangé pendant presque 2 mois que des tacos, des chips, des brownies, des produits gras, sucrés, enfin un peu le même genre. Sauf que lui, au terme des 2 mois, il a perdu 12 kilos. Donc ils ont mangé à peu près le même, du point de vue nutritionnel, à peu près la même chose. Il y en a un qui a pris 11, l'autre qui a perdu 12. Bon, comment c'est possible? Est-ce qu'il y en a un qui a triché? Pas du tout. Simplement, Morgan Spurlock, lui, en faisant son expérience, il n'a pas beaucoup insisté sur le fait qu'il a mangé 5000 calories tous les jours. Et Mark Aube, lui, d'emblée, a annoncé que il allait s'imposer de ne manger que 1800 calories par jour. Donc, il y en a un qui s'est forcé à manger beaucoup plus qu'il n'avait faim, et l'autre qui s'est forcé à manger beaucoup moins qu'il n'avait faim. Bah, le résultat, c'est qu'en mangeant à peu près la même chose, mais pas avec les mêmes quantités de calories, il y en a un qui a pris 11 kilos et l'autre qui a perdu 12 kilos. Donc en mangeant que de la junk food. En mangeant que de la junk food, vous pouvez aussi bien maigrir que grossir. On peut faire la même expérience avec des légumes bio. C'est-à-dire que si vous mangez 5000 calories de légumes bio, il faut évidemment vous lever très tôt, quand même, le matin pour commencer. Si vous mangez 5000 calories de légumes bio, vous grossissez. Si vous en mangez que 1800, vous maigrissez. Il se passe la même chose. Voilà. Donc ça va peut-être répondre à cette question sur le type d'aliments. Et je vous fais observer aussi que dans la nature, les plus gros mammifères sont tous végétariens. C'est-à-dire que les éléphants, les rhinocéros, les buffles, les girafes, tout ce qu'on voudra, tous ces gros mammifères, sont tous des herbivores. C'est-à-dire que c'est tous des mangeurs de légumes bio. Il n'y a pas de mangeurs de pizza. Voilà. Donc on peut fabriquer les plus gros mammifères en les nourrissant qu'à partir de légumes. Et nous aussi, on peut devenir de gros mammifères avec des légumes. Alors, Virginie pose une question. Virginie pose une question qui est la question finalement la plus délicate. C'est-à-dire, elle dit, voilà, qu'il est difficile de savoir, si je suis détendu ou pas quand je mange. Je contrôle mon alimentation depuis toujours. Donc, manger est un stress. Et comment s'en débarrasser? Et ben, c'est tout le travail qu'on fait sur Line Coaching et qu'on fait aussi dans nos cabinets. C'est d'essayer de faire venir cette sécurité. Parce que cette sécurité empêche le rassasiement.
d'un point de vue, même d'un point de vue de la chimie du cerveau, c'est pas possible en fait d'obtenir un rassasiement quand on mange en situation de stress. Et ce sont les comportements de restriction, essentiellement, la peur de grossir, les efforts qu'on fait qu'on met sur le contrôle, qui vont générer ce stress. Normalement, après un repas, quand on dose les facteurs de stress, on s'aperçoit qu'après le repas, pour pratiquement tout le monde, ces facteurs de stress ont diminué. Le repas nous a détendus. Sauf chez les mangeurs qui sont dans le contrôle. Chez ceux-là, le repas est un facteur de stress. Donc, ils finissent le repas plus stressés qu'ils ont démarré. Donc, tout le travail, ça va consister à amener ce sentiment de sécurité. Alors, par exemple, je vais donner un premier élément de sécurité, c'est tout ce que je viens de dire, par rapport à la qualité de la nourriture. Tous ces arguments qu'on a, ça peut amener déjà au moins une certaine tranquillité d'esprit par rapport au type de nourriture consommée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire que je mange 100 calories de fromage ou 100 calories de yaourt, ça revient au même. Donc c'est pas la peine que je me stresse pour ça. Bon. Maintenant, on a beau le savoir, c'est pas si facile de se le déprogrammer du cerveau. C'est pour ça que on a dans le programme des expériences qui permettent de se prouver à soi-même. Parce que des preuves, on en a plein. Je vous en cite et je peux vous en citer encore beaucoup. Il y en a plein. Mais là, ce sont des expériences qui permettent de se prouver à soi-même qu'en consommant la quantité de fromage ou la quantité de chocolat qu'on veut, dont on a envie, il est possible de perdre du poids. En tout cas, à coup sûr de ne pas en prendre. Bon, donc ça, du coup, ça amène, et c'est un fort argument de sécurité, puisqu'on peut constater de ses propres yeux qu'on est capable de maigrir en mangeant des aliments gras et sucrés. Donc, par exemple, ça, c'est un des exemples. Voilà. Un autre exemple qui peut amener de la sécurité, mais c'est un peu à double tranchant, c'est que quand on a faim, on ne peut pas grossir. La faim, quand on est en surpoids, quand on est au-dessus de son poids d'équilibre et qu'on a faim, quoi qu'on mange, on ne peut pas grossir. Pourquoi ? Parce que la fonction de la faim, c'est de nous ramener en permanence sur le poids d'équilibre. Donc si on est au-dessus, la faim nous fait maigrir, mais elle ne va pas nous faire maigrir indéfiniment. Elle va nous faire maigrir jusqu'au poids d'équilibre. Et à l'inverse, imaginons, je dis une grosse bêtise, mais imaginons une personne qui dégringole pour une raison tout à fait inconnue à 40 kilos. Si elle écoute sa faim, son poids va remonter. Elle va regrossir, mais elle ne va pas regrossir jusqu'à n'importe quel poids. Elle va regrossir jusqu'à son poids d'équilibre. Et systématiquement, la faim, dans tous les cas, ramène sur le poids d'équilibre, quel que soit le type de nourriture consommée. Donc, c'est aussi un élément de sécurité. Mais c'est un élément de sécurité qui a son revers. Parce que du coup, les gens peuvent se mettre à penser que quand ils mangent sans faim, là, ils vont prendre du poids. Alors qu'en réalité, non, c'est pas forcément le cas. Mais dans ce cas-là, ce sont d'autres mécanismes qui interviennent, qui sont les mécanismes de la régulation. Alors, ces mécanismes de la régulation, c'est eux qui sont responsables des variations de la faim. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup à midi, vous aurez moins faim le soir. Vous allez moins manger, ça va compenser le midi. Ou si vous n'avez pas eu le temps de manger à midi, vous aurez plus faim le soir. Donc vous mangerez plus, ça compensera aussi le midi. Et toutes ces variations de la faim sont destinées à nous ramener et nous maintenir en permanence sur notre poids d'équilibre. Voilà. Donc, quelqu'un qui prend du poids, c'est forcément que ces systèmes de régulation ne fonctionnent pas. Et donc, là encore, que fait le programme ? Le programme, en fait, va réparer ces systèmes de régulation. Quand je dis ça, le programme, j'ai l'impression quand je dis le programme va réparer les systèmes de régulation, on a l'impression que on est dans un film de science-fiction. Donc c'est pas le programme qui va faire ça, en fait, c'est les gens qui ont fait le programme. Alors le poids d'équilibre, Alexandra demande si ce poids d'équilibre est inné.
Oui, il est inné, ce poids d'équilibre, mais c'est pas parce qu'il est inné qu'il ne peut pas changer dans la vie. On a tous forcément un poids d'équilibre qui est lié à la quantité de cellules graisseuses que nous avons dans le corps, et ça c'est déterminé individuellement et génétiquement, c'est comme ça, hein, c'est comme il y en a qui font 1m60 et puis il y en a qui font 2m10. Ben, il y en a qui n'ont pas la même, qui ont peu de masse grasse sur eux, et d'autres qui ont beaucoup de masse grasse. Ça, c'est déterminé génétiquement. Mais pour autant, ça peut changer au cours de la vie. C'est-à-dire qu'on peut, au cours de la vie, fabriquer des cellules supplémentaires. Et ces cellules, une fois qu'elles ont été fabriquées, eh bien, elles ne disparaissent plus. Voilà. Alors la vie, évidemment, n'est pas juste parce que on n'est pas égaux par rapport à la fabrication de ces nouvelles cellules. Il y a des gens qui vont beaucoup plus facilement fabriquer des nouvelles cellules que d'autres. Et donc ceux-là, quand ils prendront du poids, ils auront beaucoup de mal à le reperdre. Ils vont donc dérégler progressivement leur poids ils peuvent progressivement dérégler leur poids d'équilibre. Et du coup, là, pas revenir en arrière. Et finalement, c'est important de comprendre ce mécanisme de l'obésité. L'obésité, finalement, le problème, c'est pas de grossir. Le problème de l'obésité, c'est de ne pas réussir à maigrir. C'est de ne plus pouvoir maigrir. Physiologiquement, je veux dire, à cause de ces fameuses cellules qui nous empêchent de revenir en arrière. C'est pas un mécanisme qui est distribué de la même manière chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils grossissent, eux, ils fabriquent pas des nouvelles cellules. Ils vont grossir en augmentant le volume des cellules qu'ils ont déjà. Bon, bah ça, c'est réversible. Donc, on est extrêmement inégaux, quoi. Voilà. Alors, Claire dit, parfois, je vais lire la question, lorsque je prends le temps de manger et sans distraction, parfois je ne finis pas mon repas, donc tout se passe très bien. Mais parfois, j'ai beau savoir que j'ai assez mangé, j'ai toujours envie de manger et je continue jusqu'à la fin. Je continue je continue alors qu'à la fin, j'aurai même mal au ventre et je me sentirai mal. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un dérèglement du rassasiement. Le rassasiement est complètement déréglé. La séquence d'un repas, c'est que on commence par avoir envie de manger. Bon, d'abord, on commence par avoir faim. Cette faim va déclencher une envie de manger. Bon. Si on est très attentif, on s'aperçoit que les signaux de faim disparaissent très rapidement dans le repas. Après quelques bouchées, ils s'en vont. Et à partir de là, la suite du repas se fait sans faim. Et on s'arrête. C'est pas là qu'on s'arrête parce que ça arrive très rapidement. Ça arrive après 5, 6 bouchées, quoi. Bon, si on s'arrêtait là, il faudrait tout recommencer dans 10 minutes. Et puis surtout aussi, si on essaie de s'arrêter à ce moment-là, ce qu'on a compris finalement un peu tardivement, c'est qu'en essayant de s'arrêter au moment où la faim disparaît, il faudrait essayer de s'arrêter avant que les envies de manger aient disparu. Et ça nous amènerait à lutter contre une envie et ça nous amènerait à déclencher des compulsions. Donc c'est pas là du tout qu'il faut s'arrêter. Il faut pas s'arrêter quand la faim disparaît. Il faut s'arrêter au moment où l'envie de manger disparaît. C'est ça qu'on appelle le rassasiement. Mais le rassasiement, c'est quelque chose qui peut se dérégler. Il peut se dérégler dans tous les sens. C'est-à-dire, il peut venir beaucoup plus tard ou il peut venir parfois beaucoup trop tôt. Trop tard, trop tôt. Bon. Trop tard, c'est ce qui conduit à prendre du poids. C'est ce qui arrive à Claire. Elle s'aperçoit que elle a beau manger, l'envie de manger ne disparaît pas. Et même quand elle a mal au ventre, l'envie de manger ne disparaît pas non plus. C'est-à-dire elle va avoir physiquement une sensation de plein. C'est son corps qui lui dira stop, c'est bon, le compte y est. Et puis il y a sa tête qui va lui dire bah, peut-être que toi, tu as ton compte, mais moi non. Donc on s'arrête pas.
on continue. Bon, ça veut dire que c'est complètement déréglé, hein, vraiment. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, travailler en mettant de l'attention et en mettant de la sécurité. Et quand Claire arrive à manger dans ce climat-là, ce qu'elle décrit, elle dit quand j'arrive à être attentive et probablement plus en sécurité, les choses se passent bien. Mais dès que elle perd cette attention, elle perd cette sécurité, et bien du coup son rassasiement ne vient plus et il est retardé. Bon. Mais le rassasiement peut se dérégler dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez lesquels le rassasiement va arriver très très rapidement, c'est-à-dire très très vite, après quelques bouchées, ils n'ont plus envie de manger, ils peuvent pas se nourrir. Donc ceux-là, ils vont maigrir. Ben, ceux-là, par exemple, ce sont certaines personnes déprimées, parce que dans la dépression, ça fait pas tout le temps manger. Parfois aussi, et même le plus souvent, ça coupe l'appétit, c'est-à-dire qu'en fait, ça coupe l'envie de manger. Donc le rassasiement va arriver très tôt. Parfois, ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien même imaginer des situations dans lesquelles les gens ont faim, c'est-à-dire qu'ils sentent physiquement qu'ils ont faim et ils n'ont pas d'envie de manger. C'est-à-dire que le système des envies est complètement déréglé. Ils n'ont plus envie de rien, alors même qu'ils ont faim. Alors ça, c'est des systèmes qu'on connaît, qu'on a même exploré chez des animaux. On leur retire chimiquement leur dopamine, qui est le médiateur de l'envie de manger. Donc, ils n'ont plus de dopamine. On leur a enlevé. La dopamine, c'est donc le médiateur de l'envie. On pose ces souris à côté d'une montagne de nourriture et d'eau. Eh ben, elles ne peuvent pas aller jusque-là. Elles n'ont pas envie de se nourrir. On a coupé le système de l'envie. Voilà. Si on prend la souris, on la pose sur la montagne de nourriture, elle mange. Mais la motivation à aller chercher la nourriture a disparu. Voilà. Donc ça arrive. Voilà. Donc on peut dérégler le rassasiement dans tous les sens. Soit le faire venir plus tôt, soit le faire venir plus tard. Et nous, évidemment, dans les problèmes qu'on traite, on aura plutôt un rassasiement qui va arriver tardivement, donc qui va nous faire manger beaucoup plus. Et donc là encore, ce qu'on a compris maintenant, c'est qu'on peut travailler sur le rassasiement, sur l'envie de manger, en amenant à la fois cette attention et cette sécurité. Le rassasiement va arriver plus rapidement. Alors, quand on amène attention et sécurité, qu'on répond à l'envie, déjà, en lui apportant l'aliment qu'elle a réclamé, avec l'attention et la sécurité, ben, non seulement on obtient un effet sur le rassasiement dans les repas, mais on obtient aussi un effet sur les envies de manger émotionnelles. C'est-à-dire qu'on fait dégringoler le nombre d'envies de manger émotionnelles. On fait dégringoler à la fois leur nombre et leur intensité. Voilà. Elle se réaligne sur les besoins, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est aussi un sujet. Hein. Les envies de manger émotionnelles, c'est un gros sujet. Hein. Alors, Audrey qui demande, pouvez-vous réexpliquer la méthode pour sortir des pensées négatives, des pensées automatiques, des jugements critiques envers soi-même? Bon. Alors là, je ne dirais pas qu'il y a une méthode. Il y en a des centaines de méthodes pour ça. C'est-à-dire que comment modifier en fait cette posture vis-à-vis de soi-même, comment cesser d'être son plus sévère critique, comment modifier ses pensées négatives, ses pensées automatiques. Bon, il y a des quantités de méthodes. Mais il y en a une qui nous intéresse dans les repas, et même en dehors des repas, on s'en sert pas uniquement pour les repas, on s'en sert dans bien d'autres situations, bien d'autres domaines. C'est d'apprendre à repérer ces pensées automatiques, ces pensées négatives. Donc, par exemple, je prendrai deux exemples. Dans les repas, on peut avoir beaucoup de pensées de contrôle. Tu devrais pas manger ça, tu devrais pas le manger en telle quantité, tu devrais pas le manger parce que t'as pas faim, tu devrais t'arrêter parce que t'as plus faim. Bon, et le repas devient une sorte de conférence. Donc ça, c'est des pensées de contrôle qu'on appelle des pop-up, qui arrivent comme ça au moment du repas.
Mais ça peut être aussi en dehors de repas et puis sur d'autres sujets. Et par exemple, il y a des gens qui s'auto-maltraitent en permanence, qui se parlent d'une manière extrêmement sévère, malveillante, qui se martyrisent, et notamment les perfectionnistes qu'on a beaucoup, qu'on voit beaucoup sur le site et dans les troubles alimentaires. Mais en fait, on peut essayer d'apprendre à repérer ces pensées, à les repérer comme étant des schémas de contrôle ou des schémas de maltraitance, on peut appeler ça comme ça, mettons. Donc, d'apprendre à les repérer. Voilà. Comme des pop-up. On dit, ah, ça, c'est un pop-up. Bon. Et à ne pas les écouter. Et même pas essayer de discuter avec eux. C'est-à-dire, on s'en fout de savoir qui a tort, qui a raison. On sait que c'est des pop-up. On sait que c'est en gros, on sait que c'est du baratin. Voilà. Ça, c'est des pensées qui tournent en boucle. Et on peut toujours discuter avec ces pensées. C'est pas des pensées qu'on peut faire changer d'avis. Ça sert à rien de discuter. On perd notre temps et surtout, on perd l'attention. C'est-à-dire que pendant que je discute avec les pop-up, mon attention, elle est sur la conversation. Elle est sur la conférence que je fais avec le pop-up. Elle est plus du tout sur les sensations alimentaires. Bon. Donc, nous, on s'entraîne à repérer ces pensées, ces pop-up, et puis à ne jamais discuter avec ces pop-up, à les mettre de côté et à se reconcentrer sur les sensations alimentaires. Et on peut faire la même chose avec des pensées de maltraitance, de malveillance. Après avoir discuté, on sait très vite d'où ça vient, ces pensées de maltraitance. On sait très bien comment elles sont arrivées. Chez les gens maltraités dans l'enfance, au bout du compte, ils finissent par se maltraiter eux-mêmes. Bon, alors on sait très bien d'où ça vient, mais une fois qu'on sait d'où ça vient, ça y est, le mal a été fait. On peut pas forcément modifier ces pensées-là. Parfois on peut, hein, et on s'y emploie aussi. Mais quand on peut pas, à ce moment-là, on peut faire ce même travail, c'est-à-dire qu'on repère ses pensées. On sait que c'est du baratin, on sait que c'est un tel ou un tel. C'est ma mère qui parle, c'est mon père qui parle. Il m'a traité comme ça quand j'étais petit. C'est lui qui parlait. Je l'entends encore parler, j'entends sa voix. Maintenant, c'est moi qui me le dis. Bon, rationnellement, je dis ce que je discute quand on discute avec les patients. Ils savent très bien. C'est pas vrai. C'est pas ce que je pense fondamentalement quand je raisonne. Donc ça sert à rien de discuter avec ces pensées-là. Elles vont revenir de toutes les manières. Donc on les repère, on cesse de discuter avec elles, on n'essaye pas d'avoir raison, on n'essaye pas d'avoir raison contre ces pensées-là, et puis on les met de côté. Et on file sur son objectif. On perd pas son objectif de vue. On ne se laisse pas détourner par ces pensées-là. Alors, Agnès qui dit qu'il faut quand même limiter le nombre de calories et pas seulement être à l'écoute des sensations alimentaires. L'écoute des sensations alimentaires fait qu'on ne grossit plus. Non. Enfin, point d'interrogation. Alors, non, c'est pas exactement ça. Oui, pour maigrir, il faut manger moins de calories. Bon. La question, c'est justement de savoir comment obtenir cette réduction des calories. Alors, il y a la méthode classique, c'est de s'empêcher de manger. Bon, mais ça, c'est compliqué et je peux vous dire que les études disent toutes la même chose. C'est 95% d'échecs. S'empêcher de manger, on peut le faire un mois, alors des fois c'est 2 heures. 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 ans, on a vu 20 ans, voilà. Mais la vie entière, c'est quand même très compliqué, s'empêcher de manger la vie entière. Bon, donc au bout d'un moment, ce contrôle, il finit par lâcher. Et généralement, quand il lâche, il se manifeste par des pertes de contrôle. Et puis au bout d'un certain temps, les pertes de contrôle ont plus d'impact que les périodes de contrôle. Donc le poids va avoir une sorte de dérive ascendante tout au long de la vie. Bon. Donc c'est pas la bonne méthode. Donc comment on fait pour obtenir cette réduction calorique? Comme je l'ai expliqué, par le travail, non pas sur les sensations alimentaires. Là, Agnès, elle a raison. C'est pas sur les sensations alimentaires. Les sensations de faim, d'ailleurs, elles font pas systématiquement grossir. J'ai expliqué qu'elles pouvaient même faire grossir. Si on est sous le poids d'équilibre, la faim fait grossir. Mais si on est au-dessus du poids d'équilibre, la faim fait maigrir. Et ce système de la faim est très rarement déréglé. Très, très rarement. Ça arrive dans des maladies qu'on connaît en général, qui sont plutôt sérieuses. Ce qui est déréglé, c'est le système des envies. Et ce qui permet de manger moins, donc de réduire les calories, et qui est donc le moteur de la perte de poids, c'est de réussir à faire ce travail qui va diminuer les envies de manger. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est un truc magique.
C'est que on aura moins, on va manger moins, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de manger plus. Voilà, je veux pas manger plus. Si je mange plus, je suis obligé de me forcer. Je suis pas bien. Voilà ce qui va se passer. Alors je sais que ça a l'air magique comme ça, mais pourtant c'est bien ça qu'on constate. Alors, Arnaud qui pose une question intéressante par rapport au diabète. Le diabète et la restriction. Donc Arnaud est diabétique, il est même insulinodépendant, il doit recevoir 3 fois de l'insuline en injection. Et donc après l'insuline le fait grossir, dit-il, c'est vrai. Et il le vit très mal. Et du coup, il a des boulimies sucrées la nuit. Donc, il est dans le contrôle. Comment gérer cette situation et ne pas reprendre les kilos perdus? On peut, là, il y a forcément finalement, cette question, c'est la question du poids d'équilibre. Voilà, peu importe finalement là, que ce soit dans le cadre d'un diabète ou pas. C'est la question du poids d'équilibre. On a tous un poids d'équilibre physiologique et notre faim nous ramène à ce poids d'équilibre. Si on refuse ce poids d'équilibre, on n'a pas d'autre solution que de manger moins que sa faim et de se mettre en situation de lutter en permanence contre nos sensations de faim. Ce combat, on n'a pas beaucoup de chances de le gagner. On peut pas, tout au long de la vie, s'infliger d'avoir faim. C'est pas possible. On a fait des tas d'expériences là-dessus et ça rend les gens fous. Alors, de deux façons, en fait. Ils vont avoir, d'une part, ils vont avoir tout le temps envie de manger, parce que le corps va réclamer ce dont on le prive. C'est-à-dire que si vous mangez moins que votre faim, ça veut dire que vous privez votre corps de calories dont il a besoin pour revenir sur le poids d'équilibre. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Bon, donc il va falloir lutter contre des envies de manger, d'une part. Et d'autre part, alors ça, si je vous expliquais, ce système des envies de manger, il est dominé par la dopamine. Plus j'ai de dopamine, plus j'ai... En fait, le cerveau va détecter un besoin de calories, par exemple. Il va sécréter de la dopamine, et cette dopamine va déclencher une envie de manger. Et ce qui va calmer, ce qui va faire baisser la dopamine, donc l'envie de manger, ce sera d'apporter au cerveau et au corps, ce que l'envie a réclamé. Bon. Donc ça, c'est le médiateur de l'envie. Mais la dopamine, elle a un autre mode d'action, c'est aussi le médiateur de l'attention. C'est-à-dire que pour être sûr que vous vous occupiez bien de son cas, le cerveau va focaliser l'attention sur les aliments dont vous avez envie. Ça va faire en sorte que vous pensiez qu'à ça, que vous n'alliez pas jouer ou passer le temps ailleurs. Il faut que vous vous occupiez de répondre à l'envie. Et on a fait une expérience après la guerre, qui est très intéressante, qui est l'expérience du Minnesota, où on a pris des volontaires et on leur a infligé, alors ils étaient volontaires, une perte de poids de 25%, ce qui a l'air d'être beaucoup, mais finalement qu'on voit c'est pas si exceptionnel que ça hein, dans les régimes. Hein. Quelqu'un qui passe de 100 kilos à 75, on l'a vu. Hein. Bon, alors évidemment, la première chose, c'est qu'ils ont crevé de faim, ils se plaignaient d'avoir faim. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est que les volontaires disaient, ce qui a été le plus difficile dans l'expérience, c'est pas la souffrance de la faim. C'était l'obsession de manger. C'est-à-dire qu'on ne pensait qu'à ça, toute la journée. Et c'était pas une vie de vivre comme ça. Et les gars disaient, on allait au cinéma, ça durait 18 mois le truc. Hein. Ils étaient dans un camp, donc ils avaient des activités. Ils allaient au ciné, on leur passait des films.
Et il disait, au cinéma, dans les scènes d'amour, ils s'intéressaient absolument pas au sexe. Ce qui les intéressait, c'était de savoir ce que les acteurs mangeaient. Ils ne pensaient qu'à manger. Voilà. Et ça, c'est une action de la dopamine. Voilà. Non seulement la dopamine va faire en sorte que vous ayez envie des aliments dont vous avez besoin, mais en plus, elle va faire en sorte que vous ne pensiez qu'à ça. Voilà. Donc c'est pas un combat à armes égales, quoi. C'est le combat de la volonté d'un côté contre nos systèmes de régulation. Et la volonté, c'est une quantité limitée. Si vous voulez, on a la volonté, ça demande de l'énergie mentale. L'énergie mentale, on en a un stock. On s'en sert pour traiter un certain nombre de dossiers qu'on a dans le cerveau. Et il faut qu'on se débrouille avec ça. C'est-à-dire que il faut répartir cette énergie mentale pour traiter tous les dossiers qu'on a. Donc le poids, le contrôle du poids, c'est un dossier. On peut pas, le cerveau est pas capable de traiter 50 dossiers en même temps. Hein. Tout le monde le sait. Donc qu'est-ce qui va se passer le jour où il y aura un très gros dossier, une grosse urgence? Qu'est-ce que fait le cerveau? Ben, il met tous les autres dossiers de côté. Donc le dossier poids, si c'est pas une urgence, il sera relégué parce que ce sera le dossier prioritaire qui va mobiliser, qui va prendre sur lui toute l'énergie mentale disponible. Il ne restera plus rien pour le dossier poids. Voilà. Donc ça, c'est ça la volonté. C'est quelque chose dont on dispose en quantité limitée. Et en face de ça, on a des systèmes de régulation dont le job, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, est de nous ramener à notre poids d'équilibre. Donc d'un côté, une volonté aux capacités réduites, de l'autre côté, des systèmes de régulation qui n'ont aucune limite dans leur travail. Voilà. Bon, le combat, il est perdu d'avance. Donc le seul objectif raisonnable dans le poids, c'est de revenir à ce poids d'équilibre et de l'accepter. Et ça, c'est encore une autre affaire. Parce que, comme on l'a dit je l'ai expliqué tout au début, ce poids d'équilibre peut se dérégler. Voilà. Et il nous fait pas forcément plaisir. Mais en fait, c'est pas seulement quand il s'est déréglé qu'il nous fait pas plaisir. Il faut aussi savoir que, compte tenu des images de minceur qui nous sont mises sous les yeux en permanence, la plupart des gens à leur poids d'équilibre, même adolescentes, des ados à des poids tout à fait normal, et même, on le sait, des ados minces se trouvent déjà grosses. Donc on a une distorsion complètement de notre regard sur notre poids. C'est-à-dire que même quand on a un poids normal, ou même parfois quand on est mince, on se trouve déjà gros, donc on refuse notre poids d'équilibre. Et on va se bagarrer avec ce poids d'équilibre pour essayer de se maintenir au-dessous. Ben ça arrive, voilà, ça peut arriver dès le début de la vie, très tôt, et c'est pas un bon départ pour l'histoire du poids dans le futur de la vie, quoi. Voilà. Donc le poids d'équilibre, ben voilà, on le choisit pas et il va bien falloir l'accepter à un moment, quoi. Alors. Bon, ben oui. Nanika demande si est-ce que c'est vrai que plus on fait le régime, plus le poids d'équilibre augmente. Oui. C'est bien ça qu'on constate, parce que si on refuse ce poids d'équilibre, il n'y a qu'une seule solution, c'est de manger moins que sa faim. Bon, bah, on a de vie, hein, c'est pas évident du tout, et donc la plupart du temps, donc les gens vont se remettre à manger, mais ils vont se remettre à manger plus qu'avant, du fait des privations et des frustrations qui se sont infligées, et donc s'ils mangent plus qu'avant, bah, ils reprennent aussi plus de poids qu'avant. Et si le poids qu'ils reprennent, ils le reprennent en fabriquant des nouvelles cellules, ils vont décaler leur poids d'équilibre. Et de régime en régime, bah, à chaque régime, ça se décale un petit peu plus.
Voilà. Et au début, voilà, on peut avoir donc, du coup, au début de la vie, des ados qui se plaignent de 1, 2, 3 kilos en plus, alors que elles ont rien de plus, elles ont rien en plus. Hein. Ça peut être 2 ou 3 kilos en plus dans leur tête. Hein. Et puis à la fin de leur vie, eh ben, la réalité, c'est qu'elles ont peut-être cette fois 40, 50, 60 kilos en trop. Ce qui ne leur serait pas arrivé si elles n'avaient pas fait tous ces régimes. Alors, qu'est-ce que dit Audrey? Audrey dit, mon rassasiement arrive de plus en plus tôt. Parfois, j'ai très faim et j'ai plus envie de manger. Et je m'oblige dans ce cas à manger un aliment sans savoir si j'en ai envie. Bon, alors, probablement, justement, si on s'oblige, c'est qu'on n'en a pas envie. Mais alors, à ce moment-là, bah, pourquoi se forcer? Non, il faut pas se forcer. Il faut pas se forcer. Peut-être que certaines personnes peuvent être surprises de voir que elles fonctionnent avec des quantités de nourriture qui sont très inférieures à celles qu'elles mangeaient auparavant, quand le rassasiement était déréglé. Et quand les choses rentrent dans l'ordre et que le rassasiement retrouve sa place, à ce moment-là, ça fait pas des grosses quantités, mais c'est les quantités dont le corps a besoin. Et à partir du moment où c'est pas un effort de s'imposer ces petites quantités, c'est juste que j'ai pas envie d'en manger plus. Bah là, il faut pas faire comme Audrey, il faut pas se forcer à manger, parce que si on se force, bah, ça va pas se forcer à manger, ça va pas dans le sens de maintenir le poids qu'on aura atteint quand même. Alors, Evelyne demande si cette espèce de frénésie à manger se retrouve chez tous ceux qui sont éloignés de leurs sensations de manger très vite. Alors, bah, je dirais qu'il y a beaucoup de raisons qui pourraient expliquer qu'on mange très vite. Mais il y a des raisons aussi, parce que c'est la question d'Evelyne, est-ce que c'est de l'émotion? Oui, il y a aussi des questions émotionnelles. Il y a quand même beaucoup de personnes pour lesquelles le repas est un stress. Et la meilleure manière de traverser l'épreuve, c'est de la faire passer la plus rapidement possible. Donc de manger le plus vite possible pour échapper le plus rapidement possible à cette situation de stress. Et on voit aussi, ça nous arrive beaucoup, c'est que quand on demande à ces personnes de mettre leur attention sur leurs sensations alimentaires, elles s'aperçoivent que en mettant plus d'attention, elles sont pas juste attentives, elles s'aperçoivent pas seulement qu'elles ont des sensations alimentaires, elles s'aperçoivent aussi qu'elles ont beaucoup de pensées stressantes. Et elles disent, c'est tellement très stressant que ça devient insupportable. C'est complètement insupportable de manger avec toutes ces pensées-là. Donc finalement, le mieux, c'est de faire ce que je faisais avant, c'est de me couper de mes sensations, de me couper de mes pensées pour pouvoir échapper à tout ça. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que l'eau du bain, c'est les pensées négatives, et le bébé, c'était la nourriture. Donc, il faut pas tout balancer. Il faut essayer de garder le bébé, et il faut essayer de balancer l'eau du bain, les pensées automatiques. Et ça, c'est le travail sur les pop-up. C'est-à-dire qu'en faisant ce travail sur les pop-up, on réussit à se concentrer, à être attentif aux sensations alimentaires, tout en mettant de côté l'eau du bain, c'est-à-dire les pensées négatives. Bon, là, il ne reste plus qu'une minute. C'était une première expérience. Bah, n'hésitez pas à faire vos retours, surtout si vous avez déjà pu comparer avec le chat classique. Dites-nous si vous préférez cette formule, si vous voulez qu'on la maintienne, si ça vous intéresse, si vous préférez qu'on revienne à l'ancienne, si vous voulez qu'il y ait les deux. Voilà, je serais très intéressé, et évidemment, on sera tous très intéressés dans l'équipe à avoir vos retours, vos impressions pour savoir si on continue dans cette direction, ou si il vaut mieux revenir là où on en était, où nous en étions avant, quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une bonne fin de journée,
un bon déconfinement et on se revoit lors d'une